longtemps en arrière, on demandait aux femmes d'être complètement couvertes. Aujourd'hui, on te demande d'être en maillot et de pouvoir montrer un corps sexualisé parce que ça fait vendre. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Salut Flora. Salut Jeanne. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va très bien. Merci, je suis très heureuse d'être chez toi dans le sud avec ce très beau temps face à la mer, c'est très apaisant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler sport et écologie. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps et ensuite on pourra débuter sur ces sujets. Merci, bienvenue dans mon petit cocon à moi. Donc on est ici à Carqueiranne, donc une petite ville à côté de Hyères, dans le Var. Dans le sud-est de la France, donc je suis originaire d'ici. Ça faisait longtemps que j'étais partie, je suis partie 10 ans. Et là, ça fait quelques années que je suis revenue pour pratiquer ma passion et mon métier actuellement, qui est le wingfoil, qui est donc un sport de glisse assez récent, à la croisée entre la planche à voile et le kitesurf, qui se pratique donc sur l'eau. On est poussé par le vent et l'énergie de la houle. Et c'est un sport que je trouve assez incroyable, parce que moi, j'ai clairement l'impression de voler au-dessus de l'eau quand je fais de la wing. C'est vraiment un sport qui me procure beaucoup de bonheur et de joie quand je suis à l'eau. Et c'est vraiment ça, mon moteur, et ce qui m'a vraiment boosté à me lancer à 100% dans le wingfoil à haut niveau, donc il y a quelques années. Et sinon, avant ça, je suis ingénieure en environnement, spécialisée sur la question de biodiversité. J'ai travaillé pendant 7 ans sur ces sujets, principalement dans les Outre-mer, puisque j'ai un diplôme d'agronomie tropicale à la base, et beaucoup sur les sujets de préservation du milieu marin. Donc tout ce qui est aires protégées, préservation du littoral, etc. Donc voilà, et principalement pour des parcs, des réserves. Voilà, et puis aujourd'hui, donc je suis à la fois sportive de haut niveau en wingfoil et aussi j'organise un événement qui s'appelle la Roca Cup, peut-être qu'on en reparlera, et voilà. Tu fais beaucoup de choses, tu es sportive de haut niveau engagée pour l'environnement, on va en reparler. Au départ, donc tu le disais, tu as cette formation, tu es ingénieur, tu as toujours été très sensibilisée à l'écologie de par tes études, de par ton enfance, j'imagine aussi, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer l'épisode. Tu as toujours été très sensibilisée. Comment ça s'est passé au moment où tu as décidé de te consacrer au wingfoil à temps plein et où tu as découvert de plus près ce milieu sportif, ce milieu du sport de haut niveau, avec ses contradictions aussi? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton cheminement de ton ancienne vie d'ingénieur à ta vie de sportif de haut niveau? Ok, en fait, je pense que l'enchaînement était assez radical, mais pour revenir rapidement aux origines, donc c'est vrai que moi, j'ai toujours une sensibilité à la nature très forte depuis toute petite, déjà parce que j'ai eu cette chance de grandir au bord de la mer, d'avoir des parents passionnés de randonnée, de sport outdoor, donc voilà, depuis toute petite, je baigne là-dedans. Et j'ai toujours voulu travailler dans la nature. Au début, je voulais être garde forestière, ou voilà, je me voyais bien en fait me balader dans la nature toute la journée, et voilà, ça m'allait bien. Et puis après, il a fallu choisir des études, et voilà, on m'a poussée à faire ingénieur. J'ai fait des études où je me suis régalée, et voilà, et ensuite j'ai travaillé là-dedans. Et donc c'est vraiment quelque chose. Le métier d'ingénieur en environnement que je fais aujourd'hui, c'est aussi une passion. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Voilà. Et en l'occurrence, quand j'ai commencé donc à faire de la compétition en wingfoil, il y a quelques années seulement, puisque le wingfoil c'est quand même un sport finalement assez récent. Oui, de quand est-ce que ça date exactement? Je me suis posé la question, j'ai pas trouvé d'infos précises. Ça date, je crois qu'on commençait à avoir pas mal de wing en 2020, quelque chose comme ça. Ça commence à être bien présent. En tout cas, moi, c'est à peu près à cette période où je m'y suis mise. Ça existait avant. Mais voilà, il y a eu un espèce de boom d'un coup, on a commencé à avoir des wings de partout et ça a pris
le dessus même sur le kite et la planche à voile. Tu sais d'où ça vient ? Ça vient notamment du fait qu'il y ait ce foil. Donc le foil, c'est ce qu'il y a sous l'eau. C'est comme un espèce de gros aileron avec ce qu'on appelle un avion dessous. Et donc ça permet du coup de lever la planche. Et en fait, ça permet de pouvoir faire des sports de voile avec moins de vent, puisqu'il y a moins de frottement. Voilà. Et donc c'est quand même assez fou parce qu'on peut en faire dans toutes conditions et on peut en faire dans des endroits où le vent est faible, comme notamment sur des lacs de montagne. Voilà. À Annecy, ils en font beaucoup. Là où il y a plus de contraintes de vent, par exemple pour la planche à voile, il faut du vent plus fort. Oui, donc quand j'ai commencé à faire de la compétition, donc moi je bossais en consultance en ingénieur à côté. Et donc je participe à cette première étape de Coupe du Monde qui était en début 2021. Et donc voilà, en même temps à cette étape est élu le représentant et la représentante des riders. Donc en l'occurrence, il y avait 3 hommes qui devaient être élus et 2 femmes. Je me présente, je suis élue et voilà. Et là, moi, j'essaie d'avancer sur les sujets environnementaux égalitaires puisque je me suis rendu compte en faisant de la compétition que les femmes gagnaient 80% de moins que les hommes et que sur les sujets environnementaux, à ces compétitions-là, j'étais assez surprise de voir que tous les repas qui nous étaient donnés, c'était sous polystyrène, que des trucs micro-emballés, 1 milliard de mini-bouteilles plastiques. Enfin, tu vois, c'est même pas enfin, ça s'explique même pas, mais c'est même pas les grosses bonbonnes. On est là sur des toutes petites bouteilles. Alors que ça se fait depuis très longtemps d'avoir, par exemple, des éco-cups. Enfin, chacun vient avec sa gourde, etc. dans tous les festoches, par exemple. Donc, j'hallucine un peu de voir ça. Je me dis, mais c'est fou, enfin... Ouais, c'est des trucs hyper simples. Ça, je me dis, c'est des trucs hyper simples à mettre en place et on pourrait le faire rapidement. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave, je me présente pour être en gros syndicat des riders. J'essaie de faire avancer la voix des athlètes sur les sujets sportifs et j'essaie d'apporter ça aussi aux organisateurs. Donc, c'est là où je leur dis, si vous voulez, à la prochaine compète, je vous aide à faire un événement zéro déchet parce que c'est facile et on commence par là. Et ils me disent, oui, pourquoi pas, machin. Et plus le temps avance, plus on se rapproche de cet événement, plus ce que j'entends, c'est qu'en fait, non. En gros, la flemme, c'est trop compliqué de faire un événement zéro déchet. J'avais l'impression que ce qui drivait l'organisation du Tour mondial, c'était beaucoup plus des enjeux liés au business et à la notoriété. Ce sont des tours privés. Et donc, voilà. Donc, ils n'y voyaient pas forcément leur intérêt à ce niveau-là. Et c'était la même chose sur la question égalitaire. Non, c'est trop compliqué de faire un événement plus égalitaire, quoi. Donc, à force d'avoir du refus de la part de ces organisateurs, je me suis dit, je vais essayer de faire avancer les choses à ma façon et puis je vais leur montrer que c'est possible. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'organiser un événement qui s'appelle la Roca Cup, un événement sportif, festif, mais éco-engagé, égalitaire, pour leur montrer que oui, on peut mettre ça en place et que c'est pas si compliqué. Et que si moi, toute seule, j'arrive à mettre en place ça à 27 ans, eux, 10 organisateurs qui organisent des événements depuis des dizaines d'années, ils peuvent plus me dire que c'est compliqué. Et donc voilà, et tout a commencé comme ça, un peu par un espèce de, on va dire, de ras-le-bol, honnêtement, du fait que ça n'avance pas sur le tour, sur des choses qui me semblaient hyper simples à mettre en place. On va revenir sur la Roca Cup juste après. Est-ce que d'abord tu peux nous raconter comment ça se passe un championnat du monde, une coupe du monde en wingfoil par exemple, pour que les auditeurs et auditrices puissent avoir conscience aussi qu'est-ce que ça engendre pour vous, sportifs et sportives, quel type de déplacement, comment est-ce que tout ça est coordonné pour qu'on puisse prendre conscience un petit peu de l'ampleur de ces manifestations sportives et qu'ensuite tu puisses nous expliquer comment ça s'est passé pour la Roca Cup. Alors pour le wingfoil, mais c'est d'ailleurs souvent un peu pareil même pour le surf, le ski, le kitesurf, la planche à voile. En fait, on a des tours privés qui organisent des tours mondiaux, enfin un tour mondial, qui se compose de plusieurs étapes à travers le monde et à l'issue desquelles il y a un titre de champion et de championne du monde qui est décerné dans plusieurs disciplines. Donc concrètement, en wing, quand j'ai commencé, il y avait 2 disciplines. Il y avait le slalom, donc c'est de la régate, donc c'est un parcours, la première arrivée à gagner, et du freestyle. Donc là, le freestyle, on a un endroit délimité par 4 bouées et on s'affronte, entre guillemets, 2 contre 2 sur un temps délimité. Donc en gros, on a par exemple 8 minutes pour faire autant de figures qu'on veut et les 4 meilleures figures sont retenues et la moyenne des points des 4 figures donne ta note. L'autre aussi a une note. Celui qui a la note la plus élevée, il gagne et monte quart de finale, demi-finale et après loser final et winner final. Concrètement, en wing, quand j'ai commencé, il y avait un tour mondial avec entre 5 et 8 étapes
aux 4 coins du monde et à la fin, on décerne un titre. Aujourd'hui, il y a 2 tours et c'est aussi le cas dans d'autres disciplines parce qu'il faut toujours garder en tête que ce sont des tours privés. Et donc, à chaque fois qu'ils ont une étape dans un nouvel endroit, ils gagnent de l'argent. Parce qu'en fait, n'importe qui, entre guillemets, je simplifie, mais peut organiser une étape. Par exemple, si moi, demain, je veux organiser une étape de Coupe du Monde à Hyères, c'est pas si compliqué. Il suffit que je leur donne beaucoup d'argent et que j'organise tout sur place. Et eux, ils viennent et ensuite, ils mettent en place la compétition et ils décernent. Voilà. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est pour simplifier. C'est ce qui fait que d'une année sur l'autre, en tout cas, nous, qui est un sport quand même assez récent, on ne sait pas forcément où vont être les étapes. Qu'au cours de l'année, par exemple, au début d'année, ils nous donnent le nombre d'étapes, qui peut être parfois très important. En 2022, par exemple, en début d'année, ils nous ont donné un nombre d'étapes, je crois que c'était quasiment 10 étapes. Et en fait, au cours de l'année, il y a des étapes qui ont été annulées. Donc, en fait, voilà. Et si tu participes pas à un grand nombre d'étapes, t'as pas le titre. Donc, en fait, si tu participes, par exemple, à 2 étapes, qui sont pas loin parce que t'as pas envie de prendre l'avion, et que tu les gagnes, mais c'est pas pour autant que tu auras un titre de champion du monde. Donc en fait, ça te pousse à une consommation d'étapes. Mais c'est ce qui fait qu'on justifie comme ça que tu as un bon niveau. Parce qu'il suffit que, par exemple, sur une compète, il n'y avait pas de vent ou c'était une orientation qui t'était favorable. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Et donc, c'est vos sponsors qui vous envoient réaliser ces étapes et ces épreuves, en fait. Alors oui, c'est les sponsors qui sponsorisent aussi ces tours. Et ce sont pour les meilleurs qui ont la chance d'être sponsorisés, ce sont les sponsors qui nous prennent en charge ça. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont pas forcément bons sur le classement et qui du coup vont y aller à leurs propres moyens. Donc voilà, faut quand même avoir le privilège, faut pas l'oublier. On est quand même dans des milieux de personnes souvent assez privilégiées, quoi. C'est des coûts importants. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours été sponsorisée, donc c'est grâce à mes sponsors que j'ai pu participer aux compétitions. Et t'es sponsorisé quand tu fais des bons résultats, quoi, en gros. Et donc, toi, tu gagnes ce titre en 2022. Et l'année d'après, il y avait encore plus d'étapes. Quand j'ai un peu étudié ton parcours, de ce que j'ai compris, il y avait plus d'étapes. Et toi, tu n'avais pas non plus forcément le souhait de prendre l'avion pour te déplacer. Et donc, ça questionnait un peu ta position de championne du monde, en fait. Oui, en fait, pour recontextualiser, donc moi, ça faisait, avant de me mettre au wingfoil en compétition, ça faisait plusieurs années que j'avais décidé d'arrêter l'avion. Parce que j'étais consciente du fait que l'avion est le mode de transport le plus polluant. Donc, en fait, moi, j'arrête depuis plusieurs années. Je suis entourée d'amis qui sont comme moi, etc. Et donc là, au début, donc quand j'ai commencé à faire les compètes, au début, j'avais pas tout compris. J'avais pas compris qu'il fallait que je fasse toutes les compétitions pour avoir un titre. Donc, au début, il y a une année, donc je crois que c'était en 2021, je fais une compète en France, une compète en Suisse et une compète en Espagne. Et par contre, je vais pas à la compète au Brésil parce que je me dis, waouh, l'impact et tout, ça me va pas. Et donc, du coup, j'aurais dû avoir un super résultat et je l'ai pas eu parce que j'avais pas participé. Donc, l'année d'après, on m'explique qu'en fait, voilà, ça marche pas comme ça. Bon, il faut se rendre compte qu'on est quand même sur un sport, voilà, tu vois, c'est tout récent. Tout nouveau, bien sûr. Tu vois, on a des infos un peu comme ça au goutte à goutte et tout. Bon, on est quand même dans ce contexte-là. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, donc en 2022, je me dis, bon, quand même, ça serait quand même incroyable d'avoir un titre. En l'occurrence aussi parce que dans notre société, on a beaucoup de voix en tant que sportive, plus qu'en tant que scientifique, qui est quand même mon boulot d'avant en tant qu'ingénieur. Et donc, si je veux parler des sujets qui me touchent, avoir un titre de championne du monde, ça ouvre pas mal de portes pour parler de tout ça. Donc, je me suis dit, ça peut être chouette de parler d'environnement. Donc, en 2022, j'ai le titre. Je participe à toutes les étapes. Je gagne. Il y en avait 5 en l'occurrence, dont une étape au Brésil. Donc, j'y vais cette fois. Je remporte le titre, c'était incroyable. Voilà, en slalom. Et je fais 3e en freestyle. Donc, premier en slalom, 3e en freestyle. Et c'était en 2022, oui, c'est ça. Ouais. Et en 2023, donc en début d'année dernière, on reçoit la liste des étapes. Et là, pour moi, ça part dans tous les sens. Donc, il y avait au début une étape en Nouvelle-Zélande. Après, ça allait au Cap-Vert. Après, ça allait, je sais plus, au Brésil, machin. Enfin, je me souviens plus, mais ça partait dans tous les sens comme ça. On devait aller 2 fois au Brésil à 2 moments différents. Voilà, en même temps, il y a le tour concurrentiel qui se met en place en slalom.
Donc en fait, nous, en tant qu'athlètes, j'avais l'impression qu'on était un peu des pions, quoi. C'est-à-dire qu'on était un peu partagés, on savait pas forcément quoi choisir. Tes sponsors, ils te disent oui, c'est vrai que si tu participes au plus d'étapes possible, c'est cool parce que nous, ça nous donne de la visibilité. Et donc en fait, tu te trouves un peu comme ça, pris au dépourvu et à devoir faire tes choix en fonction de tous ces paramètres. Et il y en a beaucoup, ce sont des paramètres financiers qui leur font faire leur choix d'étape. Mais moi, le paramètre environnemental, il avait vraiment une place importante, puisque finalement, mon sponsor me finançait toutes les étapes que je voulais. Bref, du coup, je me sens hyper mal. Je me dis non, en fait, cette année, je ne vais pas chercher un autre titre. En l'occurrence, mon sponsor me demande quand même de participer à quelques étapes. Voilà, donc je prends l'avion pour faire quelques étapes, je fais des bons résultats, mais j'ai pas de titre à la fin de l'année. Donc voilà. À partir du moment où tu décides, et on l'a compris, c'était un engagement qui précédait même ces compétitions, mais à partir du moment où tu as cette posture de sportive engagée et que tu as envie de faire attention à ton empreinte carbone et ton impact, ça met quand même dans la balance ta relation avec ton sponsor et finalement qui est pas ton employeur, mais en tout cas une de tes sources de revenus. Tu es très vulnérable en fait à partir du moment où tu décides de prendre la parole sur ces sujets-là. En fait, c'est très compliqué de prendre la parole sur ces sujets-là quand tu es tout seul et que tu es en pleine carrière. C'est beaucoup plus simple de le faire post-carrière. Quand tu es en pleine carrière, tu es justement vulnérable par rapport à tous ces sujets-là. Et si tu décides de dire, par exemple, certains l'ont fait avec beaucoup de courage, en pleine carrière, de dire non, je ne participerai pas à cette compétition et du coup de refuser le titre, tu as beaucoup de médiatisation d'un coup, mais tu perds ton job, tu perds la médiatisation future, parce qu'en fait, comment expliquer, si tu veux avoir l'aura de Kilian Jornet pour porter des messages, il faut pouvoir avoir le palmarès de Kilian Jornet. Et pour avoir ce palmarès-là, tu es obligé de passer par là. Et en fait, c'est une espèce de truc pernicieux qui te pousse à ça. Et c'est pour ça que quand je disais que tu es un pion, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite aujourd'hui en tant que moi, ce que je souhaiterais en tant que sportive sensible aux questions environnementales, ce serait que les fédérations, les instances internationales sportives et les fédérations nationales encadrent les organisations d'événements internationaux pour que la question environnementale soit davantage prise en compte. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Nous, dans notre sport, les avancées qu'il y a eu, et c'est mieux que rien, c'est qu'aujourd'hui, mettre des bonbonnes à eau à la place des bouteilles plastiques, par contre, l'impact carbone a clairement augmenté, puisqu'il y a beaucoup plus... Il y a des étapes dans des endroits hyper loin... Oui, et c'est pas du tout une question. Il y a deux compétitions, il y a 2 circuits. Il y a 2 circuits. Et de plus en plus d'étapes. Voilà, et puis c'est pas du tout une question, c'est-à-dire que les organisateurs, ils vont vraiment regarder quel est le billet que les personnes sur place vont leur donner pour qu'ils viennent faire l'organisation de cette Coupe du Monde dans leur endroit. Et du coup, c'est compliqué. Et moi, je me retrouve avec d'autres collègues sportifs qui sont sensibles à ces questions-là, mais en fait, qui vont continuer à faire le tour parce que sinon, c'est la fin de leur carrière. Oui, bien sûr. Et c'est très difficile et on comprend tout à fait. Et ce qui est assez... incroyable et hallucinant, presque un petit peu décourageant, je dirais. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de te recevoir toi, c'est que le wing, c'est un sport assez nouveau, tu l'as dit, récent, et un sport où ces compétitions se créent alors même qu'on a conscience de notre impact, de l'impact de l'avion, de l'impact d'une compétition sportive, où on sait que la majorité des émissions sont dues au transport des athlètes de leur pays d'origine vers le lieu de destination où se tient la compétition. Et ce qui est hallucinant, c'est que ces compétitions, elles s'écrivent avec les mêmes règles du jeu que toutes les autres compétitions qui ont eu lieu avant un moment où peut-être on pourrait dire qu'on était un peu moins éveillé, tu vois. Ouais, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai commencé à faire mes compétences internationales. Je me suis dit, mais on est 50 ans en arrière. Mais en fait, il faut se rendre compte que nous, les auditeurs, auditoristes de Basilic et notre environnement, on a conscience de tout ça, mais on est dans notre petit milieu, ça reste une entre petite nous, sphère. Et on ne se rend pas forcément compte qu'il y a énormément de personnes qui soit n'en ont pas conscience, soit ne se rendent pas compte de l'importance. Mais juste dire que l'avion, c'est le mode de transport le plus polluant aujourd'hui, moi, quand j'en parle autour de moi dans le milieu sportif, finalement, ce n'est pas forcément une donnée dont les personnes ont conscience. Pareil sur l'impact de la viande, pareil sur tous ces enjeux-là. Donc non, je pense que déjà, il n'y a pas forcément de prise de conscience dans ces milieux-là de ces enjeux. Ils ne sont pas les ordres de grandeur, voilà.
Et puis ensuite, on reste aujourd'hui drivé dans un monde capitaliste et où au final, c'est l'argent qui décide de tout. Donc en fait, ça va être les sponsors, les organisateurs d'événements qui vont avoir le dernier mot, quoi. Ouais, qui sont le moteur de ces compétitions. Et donc, tu le disais, toi, tu as souhaité organiser la Roca Cup pour être une sorte d'exemple, ou en tout cas montrer qu'il était possible de faire différemment. Bon, alors déjà, très humblement, la Roca Cup, ça serait beaucoup trop prétentieux de dire que c'est un exemple, mais en tout cas, on a essayé avec les moyens qu'on avait. Et puis il y a un chiffre qui un événement qui correspond le plus tu as cité à nos valeurs, tout début qui était en de l'épisode, où tu disais que l'envie de faire un événement sportif et festif, de passer un bon moment, mais de le faire de façon la plus respectueuse possible de l'environnement j'ai bien entendu, qui nous accueille, de moins que les hommes. Donc j'aimerais aussi que tu nous parles de cet événement, parce que la Roca Cup, alors évidemment il y a des engagements environnementaux écologiques assez forts, mais il y a aussi ces sujets de diversité et de parité qui tiennent à cœur. Et voilà, je pense qu'on a le temps et l'espace sur Basilique d'aborder ces différents sujets qui, selon moi, sont gratuites au plus grand nombre pour que tout le monde puisse avoir les moyens d'y participer. Voilà. Sur le sujet du sexisme dans le sport, c'est clairement un sujet que j'ai découvert. Moi, en fait, j'avoue, j'ai énormément lu, je me suis beaucoup intéressée depuis des années aux questions environnementales, donc crise climatique, crise de la biodiversité, etc. Mais par contre, pas spécialement à la question du genre et des discriminations faites aux femmes, puisque j'ai eu la chance de ne pas spécialement y être confrontée. Et dans mon milieu qui était le mien de l'environnement, j'ai jamais eu l'impression d'avoir des discriminations à l'embauche, d'avoir moins de prise de parole parce que j'étais une femme, etc. Quand j'évolue dans le monde du sport, je me rends compte... Alors, il y a plein de choses. Il y a déjà le fait qu'on ne nous donnait pas la parole, ou beaucoup moins. Je parle au passé parce qu'il y a vraiment une évolution, en tout cas sur le tour mondial, là, le GWA. Il y a une évolution, même s'il y a encore des choses qui peuvent être faites. Mais on ne nous tendait pas le micro pour prendre la parole. Il n'y avait que des images de garçons. Les rares fois où on filmait des filles quand elles étaient en maillot pour limite faire un zoom sur leurs fesses en train de gonfler la wing. Parce qu'il y a une grosse sexualisation des femmes dans le sport. En fait, il y a vraiment tout un truc autour de l'image où on te dit, c'est très particulier, et ça, c'est quelque chose qui évolue à travers le temps. Il y a des années, longtemps en arrière, on demandait aux femmes d'être complètement couvertes. Aujourd'hui, on te demande d'être en maillot et de pouvoir... montrer un corps sexualisé parce que ça fait vendre, et on te donne pas trop le choix parce que ça te fait vendre et ça te fait avoir des followers, et plus tu as de followers, plus tu peux négocier de contrats. Tout est lié aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on est un sportif, on nous demande aussi d'être un communicant, une espèce de double casquette qu'on n'a pas trop demandé au départ, où on te demande d'être fort sur Instagram alors qu'à la base, toi, tu t'entraînes pour être fort sur l'eau. Bref. Donc voilà. Et donc, il y a ça, et il y a le fait que quand tu gagnes une table de Coupe du Monde, tu gagnes du prize money. Donc nous, on gagnait, les femmes, 80% de moins que les hommes au début. Et puis, il y a aussi ce que tu gagnes et que tu négocies avec les sponsors, etc. Et cette différence d'argent, donc pareil, c'est en tant que femme, moi en tout cas, quand j'étais dans ma marque, je gagnais, ma marque me donnait un peu d'argent, et je gagnais le même argent que gagnait un de mes collègues qui était dans le top 15, alors que moi j'étais première mondiale. Et en fait, ça, c'est justifié par le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes en compétition. D'accord. Donc, l'argument des personnes qui souhaitent que les prize money soient inégalitaires, c'est qu'il y a moins de femmes, donc c'est moins compliqué. Sauf qu'en fait, quand tu fais partie des premières, déjà, tu fais comment ? Puis c'est un cercle vicieux. Si tu veux qu'il y ait de plus en plus de femmes, il faut qu'elles puissent gagner leur vie. Et puis c'est hyper irrespectueux d'être payé 200 balles alors que tu t'es entraînée comme une malade, que tu peux pas faire mieux qu'être première de toute façon. Et ouais, et on est dans un monde comme ça, hyper... enfin, voilà, avec beaucoup de discrimination. Et aussi...
moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation auprès des garçons, parce qu'il y a des discriminations côté femmes, mais il y a aussi un peu de discrimination dans notre société. C'est une société genrée, où on est vraiment dans ce truc où les filles doivent faire attention à elles, être belles, pas faire trop de bruit, etc., faire des sports d'intérieur, et les garçons montrer leur force, etc., mais aussi ne pas pleurer. Enfin, on est vraiment dans ces trucs. Et donc, dans le sport, en fait, c'est un peu une extrapolation de ça. Moi, je trouve que le sport est vraiment un miroir des stéréotypes de notre société. C'est-à-dire que c'est vraiment extrapolé de façon assez importante. Et le sport, en fait, ça met en lumière, normalement, la force, etc., des choses qui sont connotées masculines dans nos sociétés. Donc, finalement, tout vient de l'éducation, de la jeunesse. Les petites filles, moi, ça a été mon cas. Pourtant, j'ai des parents qui m'ont poussé à faire énormément de sport outdoor, etc. Mais à l'école, avec les copines, si je voulais m'intégrer tout, fallait faire de la danse, machin. Là où mes cousins et mes potes, on leur demandait on leur poussait à faire des sports, du foot, etc. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a aussi, en termes de performance, joué des tours, et notamment côté freestyle. Le freestyle, il faut faire, si tu veux réussir, une des figures principales, c'est le backflip, par exemple. Et moi, quand j'étais petite, mes potes, mecs, ils faisaient des backflips dans l'eau. Et moi, en fait, les copines, elles discutaient à côté, entre elles, etc. Et si t'étais une fille et que tu commençais à faire des backflips dans l'eau, on te traitait de garçon manqué. T'étais ni intégrée du côté des mecs, ni intégrée du côté des filles. Et donc, du coup, il y a vraiment une construction comme ça qui fait que ça explique qu'il y ait moins de femmes que d'hommes dans le sport, parce que les femmes, on leur pousse à faire de la gym. En l'occurrence, la gym, pour le coup, ça t'apprend à faire des trucs comme ça, mais voilà, de la danse, des sports d'intérieur, et à pas forcément développer leur force, à ce qu'on ne voit pas leurs muscles, etc. Et on pousse les hommes au contraire. Et on pousse les filles à faire attention à elles, à pas prendre de risques, à pas se mettre en danger. Et donc du coup, c'est compliqué après d'arriver à ce niveau-là. Et les filles qui arrivent à faire des backflips, etc. aujourd'hui, c'est souvent parce que toutes jeunes, on les a poussées, on leur a donné confiance en elles, etc. pour le faire. Donc voilà, donc en fait, moi aujourd'hui, je suis dans un sport où il y a peu de filles parce que cette société-là, qui va évoluer, normalement, je pense qu'il y aura de plus en plus de filles, mais il faut des modèles féminins pour ça. Et il faut que les femmes en place puissent être encouragées et respectées au même niveau que les hommes. Et c'est aujourd'hui toujours un combat parce qu'en fait, on a réussi. Donc, la Roca Cup, c'était vraiment faire du lobbying là-dessus et ça a, je pense, clairement aidé à. Ça a été entendu. Et donc, on a un tour qui est plus égalitaire aujourd'hui. Mais le combat n'est jamais fini parce qu'il y a quelques mois, par exemple, il y a une grosse compétition qui avait lieu à Saint-Tropez avec les meilleurs mondiaux en kitesurf, planche à voile et wing. Moi, j'avais vraiment hâte d'y participer. Je trouve que l'idée était géniale de mélanger ces trois disciplines et de courir ensemble. Et en fait, quelques semaines avant, ils nous ont pondu le prize money et les premières femmes gagnaient 30 à 50% de moins que les premiers hommes. Il y a de là quelques mois, alors que ça fait plusieurs années que le tour est égalitaire, qu'on est à la veille des Jeux Olympiques, qu'on promeut l'égalité dans les Jeux, etc. Donc moi, j'ai pris la parole là-dessus et je me suis fait démonter. Je me suis fait démonter pour... Mais oui. Et notamment par les athlètes, parce qu'en fait, il y a la même enveloppe. Donc si on fait quelque chose de plus égalitaire, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'argent pour les garçons. Et donc, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Là, d'un coup, ça te touche directement. En fait, c'est au lieu d'avoir 3000 balles, t'as 2000 balles. Donc, en fait, ça te fait chier. Et donc, t'as pas envie de ça. Et donc, tu vois pas le truc de te battre pour l'égalité des femmes, etc. T'as pas envie de ça. Donc, tu ouvres ta bouche. Là où, sur l'environnement, souvent, c'est beaucoup plus consensuel. Parce qu'en fait, on vient souvent pas leur demander ça. On fait des trucs un peu petits gestes. On va te dire, prends ta gourde, machin. Donc voilà. Sauf qu'on sait que c'est pas ce qui a le plus. On sait que c'est pas ce qui est le plus impactant. Bon. Ce qu'il faudrait, ça serait de dire, en fait, on diminue le nombre d'étapes, on essaie de les faire de façon plus intelligente. Et voilà. C'est assez vrai ce que tu dis sur le sport qui reflète les stéréotypes de notre société. Je l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est très juste. Tu dis que ça a été entendu, que ça évolue. Là, on est en pleine période de Jeux Olympiques en France. Il y a eu plusieurs prises de parole sur ces sujets. Alors sur l'écologie, ça reste timide. Sur les Jeux, quand même, hein, il y a des responsables développement durable des Jeux, mais ça reste quand même assez timide. J'ai l'impression qu'on parle plus de la parité, de l'égalité homme-femme sur ces Jeux, presque que de l'écologie. Mais c'est peut-être moi mon ressenti extérieur, ou parce que comme je suis très intéressée par les sujets d'écologie, j'aimerais qu'on aille plus loin, je sais pas. Mais quel est ton ressenti là-dessus ? Est-ce que tu as l'impression quand même que ça avance ? Oui, la particularité de ces Jeux en 2024, c'est que pour la première fois de l'histoire, il y a autant de femmes que d'hommes. Il aura fallu un temps énorme
pour arriver à cette parité-là. Il faut savoir que quand les Jeux ont été créés par Pierre de Coubertin, donc lui-même a exprimé publiquement le fait qu'il ne voulait pas de femmes du tout qui participent aux Jeux. C'est-à-dire que pour lui, les femmes étaient juste là pour remettre les trophées. On te remercie pas, Pierre. Comment te dire que... Et en face, il y avait Alice Mia qui, elle, se battait pour l'égalité des femmes, pour qu'il y ait au moins... Non, on n'en était pas du tout à l'égalité, pardon, pour qu'il y ait au moins quelques femmes qui puissent participer. Donc, elle a créé des Jeux Olympiques féminins, etc. Elle s'est battue, elle s'est fait démonter par des pierres, voilà, par le comité olympique de l'époque qui ne voyait pas du tout ça d'un bon œil. Donc en fait ça a été un combat énorme mené par des femmes incroyables comme Alice Mia et comme beaucoup de sportifs pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est la première fois qu'on arrive à cette égalité-là. Pour autant, quand on creuse un peu dans tous ces sports, la plupart des sportives subissent quand même du sexisme et on s'en rend compte à plein d'échelles. Ça peut être le fait que, par exemple, les créneaux pour les femmes pour s'entraîner ne soient pas forcément les créneaux les plus pratiques. Par exemple, elles gagnent beaucoup moins leur vie que les hommes. Enfin voilà, ça dépend des sports, bien évidemment. Là, je fais une généralité, mais on est encore très très loin sur ce sujet d'une pure égalité. Donc c'est bien qu'on en parle, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail. Il y a la question des tenues, il y a plein de choses. Tu parlais tout à l'heure d'hypersexualisation des corps. Quand Nike, a révélé les tenues des athlètes, ça a fait scandale, et à juste titre en fait. Parce que les athlètes féminines, en tout cas pour l'athlète, étaient quand même vachement plus dénudées que leurs homologues masculins. Oui, parce qu'en fait, les marques, donc elles, c'est tout autour de l'image, et donc elles ont l'impression que ça fait plus vendre d'avoir une femme dénudée. Et donc du coup, elles t'imposent ça. En tant que sportif, t'as pas ton mot à dire. On en est encore là en 2024. On en est encore là en 2024. Alors moi, je trouverais ça super badass que les marques assument de dire, en fait, non, c'est has-been. Enfin, moi, je vois ça de façon hyper has-been. Et j'espère vraiment que tout ça changera rapidement, et tout autant pour les questions environnementales. Enfin, c'est pour ça que moi je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire entre les deux. C'est une question de... De toute façon, ça prend sa source aussi dans les combats écoféministes, et on le sait, les oppresseurs sont aussi ceux qui polluent le plus, sont aussi ceux qui ont un plus grand impact. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout est intrinsèquement lié. Enfin, on va pas faire un grand épisode sur l'écoféminisme là maintenant, mais j'expliquais tout à l'heure que tout est intrinsèquement lié, et c'est vrai, et on s'en rend compte quand on lit des ouvrages comme ceux de Vandana Shiva ou d'autres qui nous expliquent en fait ce lien entre patriarcat, écologie, dérèglement climatique, et c'est absolument passionnant. Et le sport cristallise tous ces sujets aujourd'hui. Oui, et puis les sujets sociaux aussi. Justement, on parlait de privilèges, on parlait de valide, non valide, etc. Donc ça, c'est tout ça. Voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Mais pour finir sur les Jeux, en fait, je pense qu'il y a quelque chose. Les Jeux et même le sport en général, je pense qu'il y a quelque chose d'assez magique autour du sport aujourd'hui. Et comme on est dans cette société du divertissement, on glorifie ça. Et donc, en fait, les sportives et sportifs sont un peu nos nouveaux héros. Là où les soldats, à l'époque de la guerre, étaient nos héros. Je pense que... je suis pas sociologue, je dis peut-être des bêtises, mais en gros, je pense que les sociétés ont souvent eu besoin de héros. Et aujourd'hui, ce sont les sportifs. Et il y a d'ailleurs une étude qui montre que aujourd'hui, ça fait partie des secteurs socio-professionnels qui ont le plus d'influence dans notre société, bien avant même les acteurs, les chanteurs, les politiques. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à essayer de lier sport et environnement. Moi, je pense que les sportifs peuvent être un canal pour parler de ces enjeux, environnement, biodiversité, changement climatique, etc. Même si c'est compliqué, parce qu'en fait, on nous pousse à gagner des médailles et à pas parler de ça. Le sport est politique, mais on veut pas qu'on prenne la parole. Donc c'est quand même touchy. Vous êtes aussi très exposé, donc c'est compliqué de prendre la parole. On est extrêmement exposé, tout à fait. Devant une audience Instagram qui, j'imagine, ne cesse de grandir. C'est pas facile de prendre la parole versus quand tu prends la parole dans ton cercle proche ou même dans ton entreprise, mais que finalement ça se restreint à quelques dizaines de personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Vous êtes quand même très exposé. Et on n'est pas formé à ça. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait avoir des formations comme les personnes qui prennent la parole et qui ont fait Sciences Po, etc. Nous, on nous forme pas à ça. C'est-à-dire que nous, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une formation pour gagner des médailles, alors qu'on nous demande d'avoir un double métier, d'être communicant et de gagner des médailles. Mais on n'a pas de formation sur la communication, mais on nous demande, nous, on a des contrats où on doit publier tant de posts et de stories par semaine. C'est obligatoire. Ça, c'est par nos équipementiers, nos sponsors principaux.
Donc voilà, donc il y a quelques sportifs qui ont les moyens d'avoir des community managers, des agents, etc. Mais c'est pas du tout la majorité. Il y a déjà plein de sportifs qui n'arrivent pas à vivre de leur sport alors même qu'ils sont sélectionnés pour être aux Jeux Olympiques. Hein. C'est quand même, voilà, il faut le dire. Là où il y a d'autres, des footballeurs, des rugbyman, etc. qui arrivent eux à des salaires juste fous. Mais c'est vrai qu'on s'expose et c'est là où je pense que c'est important que des instances comme tout ce qui est ministère, fédération, etc. Puissent continuer à être en appui aux sportifs sur ces sujets-là et voilà, qu'on n'ait pas non plus trop sur les épaules, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. En tout cas, si je devais donner des conseils, par exemple, à des sportifs ou sportifs qui sont sensibles aux questions environnementales et qui savent pas comment prendre la parole dessus, moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer à se rapprocher d'associations. Il y en a plein, des super, qui bossent sur plein de sujets. Donc, à vous de voir si vous êtes plus sensible aux questions liées à l'océan, à la montagne, aux espèces, aux déchets ou autres, et de relayer les messages de ces associations-là. Et comme ça, voilà, vous n'avez pas à les créer, vous n'avez pas, vous, à vous exposer directement, vous pouvez faire des collabs avec eux, et ça aide à ces associations à être connues d'un plus grand public, à sortir, elles, des personnes qui leur suivent, qui sont déjà des gens sensibilisés, c'est d'aller toucher des gens qui ne le sont pas, qui sont dans notre communauté à nous de sportifs. Et je pense que ça peut être un premier pas si compliqué, et vraiment gagnant-gagnant, quoi. Vous êtes aussi, en tant que sportif et sportive assez isolés. C'est pas forcément évident d'interagir avec tous vos homologues dans d'autres disciplines. Tout le monde ne se connaît pas, et puis il y a beaucoup de monde aussi. Toi qui travailles beaucoup sur ces questions d'environnement et qui a aussi l'envie de verdir un petit peu ce domaine, à quoi est-ce que tu aspires? Comment est-ce que tu imagines le futur de ton activité ou de ces activités sportives? Vaste question. J'y réfléchis, puis j'ai réfléchi à des choses suivant des axes qui me touchent concrètement, notamment à travers la Roca Cup, par exemple. Je me dis, voilà, moi, j'imagine, par exemple, des événements sportifs où on pousserait les gens à venir grâce à des mobilités plus douces, de venir grâce au train, grâce au vélo, voilà, que tout ça puisse être beaucoup plus valorisé aussi par les organisateurs et organisatrices d'événements. J'imagine un monde aussi où, d'un point de vue politique, on pousse à ça, un monde où peut-être on taxerait enfin le carburant des avions, qui aujourd'hui n'est toujours pas taxé, pour subventionner le train, le transport à la voile, etc. Là, par exemple, moi, je réalise une éco-aventure avec la Maïf. Je pars dans une semaine en Corse. Donc là, je pars sur un voilier, en vélo, carriole wingfoil, et voilà, il y a plein de choses à raconter autour de cette aventure. En l'occurrence, c'est hyper compliqué de trouver du transport à la voile. Il en existe un, c'est Sailcop, mais ils vont que jusqu'à Calvi. Moi, qui est donc plutôt dans le nord-est, moi, je vais au sud. J'imagine, dans un monde idéal, un État qui permettrait d'aider et de subventionner des initiatives de transport à la voile, et qui permettrait donc au public d'avoir des tarifs beaucoup moins chers, qui permettrait d'aider les voileuses qui veulent se lancer là-dedans. Idem avec le train, quand tu veux te déplacer en train avec ton vélo, c'est toute une histoire, alors que ça existe, ça se met en place de façon assez simple dans d'autres pays comme en Suisse. Donc j'ai fait un trip ski de rando train en Suisse en janvier pour voir un peu le système ferroviaire suisse, qui marche plutôt pas mal, avec des systèmes de consignes, plein de choses qui sont mis en place et qui prouvent qu'en fait ça marche hyper bien. Et l'État suisse aide plus que l'État français pour faire des lignes qui sont quand même, un coût de billet de train qui est quand même beaucoup moins cher. Ouais, moi je rêve d'un monde comme ça, je rêve d'un monde où le sport continuerait à être magique, mais où faire rêver, c'est aussi sa vocation. Tout à fait, mais où on puisse essayer de réfléchir beaucoup plus grandement à l'impact environnemental et social des événements, des grands événements, pour que on puisse continuer à avoir des rencontres assez chouettes entre athlètes, et donc à imaginer du sport de haut niveau, mais de façon beaucoup plus respectueuse. Et là-dessus, il y a plein d'axes d'approches qui peuvent être, plein d'axes qui peuvent être mis en place. L'enjeu, c'est qu'il faut quand même une coordination à l'échelle
international, puisque c'est des événements qui sont internationaux, qui mobilisent. Mais ça, il suffit de mettre un cahier des charges. Hein. C'est pas compliqué. C'est hein. Mais il y a cette approche. T'es obligé quand même de le prendre en compte et de réfléchir avec cette dimension internationale. Oui, mais si tu prends juste la dimension internationale, par exemple, sur un tour mondial, t'es pas obligé de faire un nombre infini d'étapes. Tu peux faire quelques étapes qui sont dans des lieux vraiment intéressants d'un point de vue météo et pas juste intéressants d'un point de vue business, parce qu'aujourd'hui, on a des compètes de kite, etc., qui sont au Qatar ou en Arabie Saoudite. On peut vraiment questionner socialement l'intérêt de le faire dans ces pays, mais par contre, ce sont des pays qui injectent énormément d'argent. Donc voilà, où ce serait plus, on reviendrait à l'essence, c'est-à-dire que nous, on est un sport de vent et de vagues, donc d'aller dans des endroits où il y a du vent et des vagues, ok, choisir des endroits vraiment stratégiques là-dessus, en prendre quelques-uns qui sont incroyables, qui font rêver les athlètes, le public, etc. Mais par contre, pas en faire 40 000, juste quelques-uns. Et puis essayer de pas faire plusieurs fois, même nous on a plusieurs fois le même pays à des moments différents de l'année. Enfin tu vois, il y a des espèces de trucs comme ça pas si compliqués à mettre en place et voilà. Et puis essayer que vous y restiez 2 semaines ou 3 semaines. Oui, mais après voilà, tout ça c'est juste, il faudrait en fait tout simplement avoir des personnes qui sont payées et dédiées à réfléchir à ces questions dans les instances qui les mettent en place, et puis après faire des collaborations avec les associations environnementales locales pour les impliquer, les valoriser à chaque fois. Enfin voilà, moi j'imagine un cahier des charges très clair avec tout ça qui est marqué, qui est mis en place et qui est aussi monté de façon beaucoup plus inclusive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, dans les décisions, c'est très top-down, donc c'est les grands décideurs qui vont décider, qui vont imposer. Moi, j'aimerais bien quelque chose qui soit aussi beaucoup plus réfléchi avec les personnes concernées dans les lieux où ont lieu les compétitions, avec les associations, avec les athlètes, etc. Leur proposer, s'ils le veulent, c'est pas obligé, mais de donner leur avis là-dessus et du coup d'avoir quelque chose de plus consensuel et respectueux, voilà, à plus grande échelle, quoi. Sans pour autant dénaturer ce milieu sportif, parce que c'est aussi une des critiques qui est faite dès qu'on ose un petit peu aborder le sujet de oui mais bon si on vous écoute il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus rien, en gros on va arrêter de faire rêver les gens, et c'est pas du tout ce que tu dis et c'est pas du tout ce qu'il faut faire non plus, je suis complètement d'accord, mais c'est juste de montrer qu'il est possible de créer de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires autour du sport. Tout à fait, et ça en mettant un peu de façon tout le monde autour de la table. Par exemple, nous en wing, tout le monde rêve d'aller à Hawaï parce que c'est un peu la Mecque. Nous, on n'a jamais eu de compétition à Hawaï, sûrement pour des questions, je sais pas, budgétaires, ou il y a personne à Hawaï peut-être qui vont proposer aux organisateurs, je sais pas. Mais en l'occurrence, on pourrait prendre par exemple Hawaï, qui est certes à l'autre bout du monde, mais on pourrait faire une fois ça, une autre compète par exemple au Brésil, une compète en France. Voilà, 3 compétitions dans des endroits mythiques. Je suis fatiguée, c'est la fin de journée. Mythique, pardon. Et basta. Et essayer de réfléchir après. Donc oui, on a un impact carbone, on peut le calculer. Et comment est-ce qu'on essaye d'y remédier aussi, toujours en lien avec les associations. Attention à ce truc de on va replanter des arbres, voilà. Et on va ramasser des déchets sauvages. Non, mais aujourd'hui, c'est ce qui se fait par les compétitions et par les organisateurs d'événements sportifs. Soit ils font rien, c'est-à-dire ils disent on n'a rien à foutre de l'impact carbone, soit ils disent ah non, vraiment ça y est, on essaye de mettre en place des choses, donc pure greenwashing, on va replanter des arbres. Et là, t'as l'impression que tout le monde est OK, c'est bon, on a répondu au problème et on s'arrête là. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, quand nous on dit mais non, ça s'est dépassé, ce n'est pas dépassé, c'est toujours ce qui est promu comme solution dans ces univers-là. On arrive à la fin de cet épisode passionnant. J'aurais aimé que tu recommandes peut-être aux auditrices et aux auditeurs 1 ou 2 sportifs engagés qui pourraient suivre, découvrir, parce que je trouve qu'on gagne à découvrir des sportifs dans des domaines qu'on ne connaît pas. Donc si tu as en tête des gens dont tu apprécies l'engagement et la pratique sportive, c'est le moment. Ok. Alors, j'avais pas du tout anticipé cette question, donc je vais répondre de façon hyper spontanée. Là, c'est en tête, donc j'ai une sportive qui me vient, qui est Nolwenn Berthier, qui est une grimpeuse engagée, qui organise aussi des événements sportifs hyper intéressants et qui se mobilise sur la question environnementale dans le sport. Donc, je vous invite à la suivre.
Et ensuite, je pense à Victor Galuchot, qui est un skieur freerides, et qui, pareil, s'est beaucoup questionné sur son impact et a essayé de mobiliser sa communauté, notamment à travers la réalisation de films inspirants à ce sujet. Donc c'est aussi en l'occurrence 2 personnes très chouettes humainement. Donc voilà. Super, merci beaucoup. D'ici à la sortie de cet épisode, ton éco-aventure sera terminée. Donc j'indiquerai dans la barre de description des liens pour que les auditeurs et auditrices puissent suivre un petit peu ce que tu as fait et les aventures que tu as pu partager avec nous. Merci beaucoup à toi pour ton temps, c'était très intéressant et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.